Bien le bonsoir, voici les titres de ce 20h. Karim Wade repasse devant les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Jeudi prochain, l'ancien ministre des Infrastructures, entre autres départements, a été entendu ce mardi, interrogatoire dans le cadre des audits et de l'enquête sur l'enrichissement illicite. Retrait du décret portant composition de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, mesure annoncée au terme du Conseil supérieur de la magistrature de lundi. Autre décision, le procureur général Youssouf Mbodj cède son fauteuil à Lansana Diabé Sibi. Crise casamançaise, le chef militaire du MFDC, Salif Sadio, favorable à un dialogue sincère mais hors du continent africain. Le président de la République, Macky Sall, je le rappelle, avait accepté la main tendue du mouvement séparatiste la semaine dernière. Nous reparlerons ce soir des résultats provisoires des dernières législatives. La première défaite de Wade dans son fief de Kébémer depuis 2000 et cette percée des religieux au terme de ce scrutin. Et puis la direction du groupe Futur Média. Dernier titre, vous facilite le zapping pour regarder votre chaîne préférée. 4 nouvelles chaînes de télévision africaines dans le bouquet de CanalSat Access. La TFM est dans l'eau, bien sûr. Bakary Samb, spécialiste des relations internationales et du monde musulman, est l'invité de ce 20h. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Karim Wade à nouveau devant les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane jeudi prochain. Il a quitté les lieux aujourd'hui par une porte dérobée, loin des objectifs mais également des sympathisants du Parti démocratique sénégalais venus le soutenir. Un interrogatoire de 2 heures dans le cadre de l'enquête sur l'enrichissement illicite et les audits en cours. Voici son ancien chef de cabinet au micro TFM de Chérif Dia Ibou Diouf. Il était convoqué dans le cadre des audits. Nous ne condamnons pas la démarche parce que les audits sont une entreprise normale, qu'un état de droit sur des dossiers qu'il a gérés. Donc je ne voulais pas être dans le secret de l'instruction, mais sachez que nous avons une sérénité imperturbable parce que comme vous le savez, nous avons comme sacerdoce la transparence dans la gestion des affaires publiques. Il y a la population sénégalaise de manière générale qui est venue lui apporter, justement les sympathisants, qui sont venus pour en tout cas lui apporter leur modeste soutien. Karim m'a dit qu'il est très touché par ça. Mais comme c'est quelqu'un qui est respectueux des lois et règlements dans ce pays, c'est quelqu'un qui veut que cette enquête-là se passe dans la sérénité, dans une sérénité imperturbable. Surtout, les gens l'ont fait passer par derrière et il a accepté. Il est parti. Donc il est parti. Donc il tient à remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement, bravant la chaleur, pour lui apporter en tout cas un soutien. Dans le cadre des audits toujours, Moustapha Yassine Gueye, le patron de Magal Limited Holding, échappe de très peu à la prison pour avoir émis un chèque de près de plus d'1 milliard de francs CFA. Le parquet de Dakar sursoit aux poursuites pénales donc. Moustapha Yassine Gueye s'engage par ailleurs à payer près d'1 milliard de francs CFA, ce d'ici à la fin de l'année 2012. La somme constitue, je le précise, l'équivalent du détournement relevé à l'ARTP, l'agence de régulation des télécommunications et des postes. Je rappelle également que le directeur général de l'ARTP a été incriminé dans cette même affaire. Lui, il reste en prison. Il s'agit bien sûr de Ndongo Diao qui est poursuivi pour 5 milliards 300 millions de francs CFA. Le président de la République, Macky Sall, retire le décret portant composition de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. La mesure a été annoncée au terme du Conseil supérieur de la magistrature tenu lundi dernier. Autre décision, le procureur général Youssouf Mbodj cède son fauteuil à Lansana Diabé Sibi. Les détails ici avec Ibou Diouf. Une soixantaine de mesures sont prises à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature, le premier présidé par Macky Sall. Parmi ces décisions, on peut noter Youssouf Mbodj, maintenant ex-procureur général. Pour rappel, Youssouf Mbodj est l'homme qui avait ordonné à la brigade d'intervention polyvalente de la police d'aller cueillir l'ex-ministre de l'Intérieur Ousmane Ngom depuis Kolda où il était en campagne, ce qui avait suscité la colère du bâtonnier de l'Ordre national des avocats. Certaines sources soutiennent que Youssouf Mbodj a payé de sa mauvaise gestion de l'affaire Ousmane Ngom. Il est remplacé par Lansana Diabé Sibi, ancien procureur de la République.
Macky Sall a profité de ce Conseil supérieur de la magistrature pour retirer le décret du 10 mai 2012 portant nomination des membres de la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Un décret qui a été attaqué par le président Abdoulaye Wade à la Cour suprême pour inconstitutionnalité. Il a également procédé à la rectification relativement à la commission des membres de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Youssoupha Mbodj retourne à la Cour suprême comme avocat général. Le directeur des affaires criminelles et des grâces, François Diouf, a été limogé. Il est également remplacé par Souleymane Kane. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, le Forum civil qui se prononce sur l'audition du fils de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Karim Wade donc doit absolument rendre compte de sa gestion des affaires publiques comme tout autre Sénégalais. C'est l'avis donc du Forum civil. C'était à l'occasion de la cérémonie de signature de protocole avec le Conseil économique et social. Elimane Kane, directeur exécutif du Forum civil, au micro de Fatima Ba. Que cette audition est tout à fait normale et je pense qu'il y a même eu des auditions de l'ANOCI par les corps de contrôle. Donc c'est des choses normales dans un pays. Chaque citoyen qui a eu à gérer les deniers publics, les affaires publiques doit rendre compte, doit être contrôlé et s'il y a des problèmes, il doit répondre de ces problèmes-là. C'est valable pour tout le monde. Autre chose à présent, on parle consommation, on craignait l'augmentation, la hausse du prix du pain, du fait, dit-on, de la hausse du prix du sac de farine. Eh bien, voici les assurances du directeur général de NMA qui précise que le prix du sac de farine n'a pas varié, 20 000 francs CFA, donc pas de raison que le prix du pain connaisse une hausse. Écoutez-le. Tous les jours, on parle d'augmentation du prix du pain. En tout cas, ce qui concerne la farine, je parle sous le contrôle de mes collègues meuniers. Il est vrai que les marchés sont en feu. La météo n'est pas du tout favorable aux États-Unis et à mer Noire. La Russie, qui récoltait 46 millions de tonnes, va récolter peut-être récolte 56 millions de tonnes, va récolter peut-être 48 000. Donc il y a un manque de 8 000 tonnes, donc côté exportation, ils exportaient 20 millions de tonnes, ils vont exporter 12 millions de tonnes, donc ça pose un problème. Mais pour un pays musulman comme au Sénégal, où dans quelques jours on sera au mois de Ramadan, nous disons que ce n'est pas le moment d'augmenter le prix du pain. C'est-à-dire qu'en tout cas, ce qui concerne les meuniers, il n'y a pas d'augmentation, je confirme qu'il n'y a pas un franc d'augmentation. Sur le prix du sac reste à 20 000. Le chef militaire du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, Salif Sadio, se dit favorable à un dialogue sincère selon ses termes, mais hors du continent africain. Le président de la République, Macky Sall, avait accepté la main tendue du mouvement séparatiste la semaine dernière. Salif Sadio n'avait pas accordé d'interview. Depuis 2005, il s'est exprimé au micro de RFI. Écoutez-le. Dans son multiséculaire et farouche combat pour conserver ou recouvrer son indépendance nationale, est parvenu à un point de non-retour. Le droit immémorial de la Casamance à l'indépendance nationale est un droit réel, absolu, inaliénable, imprescriptible, non négociable. Le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, celui-là qui s'est soulevé en 1982, a commencé par une marche que l'on devait écouter, on devait entendre. Malheureusement, cela n'a pas été. Pour nous entendre, on a préféré utiliser les armes. Et la meilleure façon de se défendre, c'était donc de répondre à la guerre par la guerre. On nous l'a imposé. Nous n'avions jamais voulu la guerre. Que nous, ôter la vie de quelqu'un, c'est tabou. C'est pourquoi nous tendons la main. Et nous continuons à prouver que le MFDC n'avait jamais opté pour la solution de la violence. Une bande son de Radio France Internationale. Législative de dimanche dernier, eh bien, la digestion de la vérité des urnes se poursuit. Pour certaines listes, l'amertume est encore perceptible. Des résultats, bien sûr, encore provisoires, mais qui risquent d'envoyer de grosses pointures du champ politique à la retraite. Amina Sow. Les élections législatives de 2012 continuent de livrer leur lot de surprises. Les Sénégalais qui ont voté le dimanche 1er juillet semblent tourner le dos à certains hommes politiques. La défaite du PDS dans le département de Kébémer en est une illustration.
La coalition Benno Bokk Yakaar gagne les 2 députés de la ville natale de l'ancien chef d'État du Sénégal, Abdoulaye Wade. Aux dernières élections législatives, le Parti démocratique sénégalais et ses alliés avaient pourtant raflé plus de 100 sièges au Parlement. 5 ans après, l'ancien parti au pouvoir peine à obtenir 15 députés pour former un groupe parlementaire. Les résultats provisoires accordent aujourd'hui 11 députés au Parti démocratique sénégalais. La coalition Benno Bokk Yakaar, dirigée par Moustapha Niasse, engrange plus de 106 sièges. Autre perdant à ces élections législatives, Djibo Leyti Ka, tête de liste de l'Union Renouveau démocratique. Cet homme politique chevronné récolte 0 député, un score qui risque de précipiter sa retraite politique. Abdourahim Agne est également sous la menace. La tête de liste de la coalition Taou n'aura pas de représentant dans la future Assemblée nationale. En 2007, Abdourahim Agne avait pu obtenir 2 députés sous la coalition Sopi. Moussa Sy, Aliou Dia sont 2 autres déçus de la nouvelle Assemblée nationale. Le maire des Parcelles Assainies, inscrit sur la liste départementale de Bokk Gis Gis, n'a pas obtenu le nombre de points nécessaires pour siéger. Aliou Dia, force paysanne, quitte également le Parlement. Et puis cette première dans l'histoire de la représentation nationale sénégalaise, ce qu'il est convenu d'appeler la percée des religieux au terme du scrutin de dimanche dernier, un fait nouveau qui suscite tant d'interrogations. Nous en parlons en fin d'édition avec un spécialiste du monde musulman. Mais tout de suite, je vous propose le récit de Nafissatou Sylla à ce sujet. Regardez. On a assisté à une percée significative des partis politiques à caractère religieux, un phénomène qui fait pratiquement la une dans la presse sénégalaise depuis 2 jours. Et pour cause, ces leaders religieux ont pratiquement damé le pion aux partis politiques classiques et autres politiciens chevronnés comme Djibo Leyti Ka, Abdourahim Agne et Talla Sylla pour ne citer que cela. Bés du ñàkk de Serigne Moustapha Sy Djamil, le MRDS de Imam Mbaye Niang, le PVD de Serigne Mouhamadou Kara Mbacké et le MPS Fakhas de Khadim Thioune se sont ainsi affirmés et pour certains dès leur première participation à des législatives. Mais là, la question est de savoir si ces religieux auront la chance de s'imposer politiquement à l'hémicycle. Imam Mbaye Niang n'est pas novice sur la scène politique, d'ailleurs il a longtemps été député. Dans ses discours, il a toujours incarné des valeurs morales. Après son soutien pour Benno Bokk Yakaar durant la présidentielle de 2012, Imam Mbaye Niang s'est présenté seul aux législatives où il empoche 3 sièges. Serigne Mansour Sy Djamil est à sa première participation, mais ses activités politiques ont démarré depuis les assises nationales où il s'est impliqué. Le 23 juin 2011, Serigne Moustapha Sy Djamil s'est aussi affiché aux côtés de l'opposition d'alors avant de mettre sur pied par la suite son mouvement politique Bés du ñàkk. Il a aussi soutenu Benno Bokk Yakaar durant la présidentielle de 2012. Aujourd'hui, Bés du ñàkk a 4 représentants à l'Assemblée nationale. C'est en 2006 que naquit le Parti de la Vérité pour le développement avec à sa tête un marabout mouride. Lui aussi est à sa première participation, mais il se retrouve avec 3 députés, dont l'épouse du leader, Sokhna Dieng Mbacké. Dans le sillage des religieux à l'hémicycle, on retrouvera la tête de Khadim Thioune, qui n'est autre que le fils du cheikh Serigne Béthio Thioune, guide des Thiantakoun, présentement emprisonné pour une affaire de meurtre. Ces acteurs religieux durant ces législatives ont su compter sur un électorat solide, pour la plupart leurs disciples. Cependant, un enjeu se présente devant eux compte tenu du discours qu'ils vont soutenir pour un Sénégal laïque. Les doutes persistent et les questions qui se posent sont nombreuses, à savoir est-ce que la laïcité de l'État du Sénégal sera-t-elle en train de basculer vers la théocratie ou influenceront-ils le discours à l'Assemblée nationale ou vont-ils former un groupe parlementaire pour être plus solide? Réponse à la première Assemblée des députés. Nafissatou Sylla, merci. La direction générale du groupe Futur Média vous facilite le zapping pour regarder votre chaîne préférée, la TFM, intégrée dans le bouquet de CanalSat Access, canal 107, retenez bien. Le directeur général de Canal+, l'a annoncé lors d'une conférence de presse. Retenez également qu'à côté de la télévision du groupe Futur Média, 3 autres chaînes africaines, dont Canal Info du Sénégal. Voici le directeur général au micro de Saher Inside Job. Et les places sont limitées sur le satellite. Il y a des négociations qui sont faites entre les chaînes et le groupe Canal+ pour intégrer ou pas le bouquet. C'est aussi fait sur la base d'études d'audience, bien entendu.
Et donc il faut qu'il y ait un intérêt mutuel, donc c'est des accords et des négociations qui sont en cours. On a 4 nouvelles chaînes africaines donc, qui intègrent le bouquet des CanalSat Access. On a notamment 2 chaînes sénégalaises, la TFM et Canal Info News, et on a une chaîne gabonaise et une chaîne béninoise. TFM donc dans ce bouquet, Canal 107. Dans un instant, la page des sports. Papa Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Nous démarrons cette page de sport avec du football. Le football est le deuxième match de la troisième journée des playoffs de la Ligue 1. Match disputé cet après-midi à Demba Diop entre l'US Ouakam et Niary Tally. Victoire du club de Grand Dakar, 3-0. À la 80e minute, il y a eu des incidents qui ont interrompu le match 10 minutes durant. Les deux équipes occupés respectivement les 3e et 4e places. Niary Tally, du coup, va doubler l'US Ouakam. L'autre match opposant le Casa Sport à Djambar n'est pas allé à son terme. C'était à Ziguinchor. L'arbitre avait arrêté le match quand un projectile a atteint le juge de touche. C'était à la 90e minute. Le score était d'un but partout. L'idée d'une CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2019, co-organisée par le Sénégal et la Gambie, fait son bonhomme de chemin. Et l'idée séduit les Sénégalais, leur avis recueilli dans ce micro-trottoir par Mara Dieng et Sayer Insa Diop. Je pense que c'est une initiative louable, qui est noble. En ce sens qu'elle entre dans le cadre du raffermissement des liens entre ces deux pays. On se rappelle qu'il n'y a pas longtemps que ces deux pays avaient constitué une confédération. Et sur le plan de la configuration même géostratégique et géopolitique même, c'est ces deux peuples qui constituent eux-mêmes. L'organisation de la Coupe d'Afrique entre la Gambie et le Sénégal ne peut être qu'un avantage. Bon, parce qu'au point de vue économique, et encore deuxièmement au rapprochement des deux États, donc ça ferait encore revigorer la jeunesse des deux États et encore la politique aussi entre les deux États, parce qu'on y trouvera toujours, on va beaucoup gagner au point de vue des infrastructures, étant donné que nous en avons besoin pour l'épanouissement de nos jeunesses. Ça peut nous rapporter sur le plan touristique. Le Sénégal est déjà mondialement connu. Donc je ne vois que des avantages, vraiment. Non, d'inconvénients, non. Si c'est bien organisé, il n'y a aucun inconvénient. Sur le plan sportif aussi, ça peut beaucoup apporter. Il y aura de nouveaux talents qui vont être détectés. Bon, c'est une bonne chose sur le plan du sport aussi. Après l'homme de la rue, Mamadou Koumé, c'est le président de l'association des journalistes sportifs, explique ici les avantages d'une co-organisation Sénégal-Gambie pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Une initiative qui est bonne dans la mesure où ça rationalise les dépenses. Vous savez ce que ça coûte d'organiser une CAN, c'est énormément de moyens. Nous sommes dans des pays où tout est nécessaire et où rien n'est suffisant. Par conséquent, si deux pays organisent en même temps une Coupe d'Afrique des Nations, je pense que c'est un bénéfice. Nous avons quand même au Sénégal un déficit d'infrastructures sportives, même si un effort est en train d'être parachevé, parce qu'il y a une dizaine de stades avec les Chinois, mais bon, c'est des stades quand même qui ne sont pas des stades de grand standing. Sur ce plan-là, nous sommes en retard. Donc si le Sénégal effectivement présente sa candidature et est retenu, je pense que ce sera une bonne occasion pour lui de se doter d'infrastructures de grand standing. Restons avec la Coupe d'Afrique des Nations, mais dès 2013, cette fois-ci, le tirage au sort du dernier tour est prévu jeudi à Johannesburg. La prochaine Coupe d'Afrique se dispute en Afrique du Sud et le Sénégal risque de tirer un gros ou un grand, si vous préférez, avec la présence des Lions dans le chapeau numéro 2.
Chapitre transfert à présent. El Hadji Ousseynou Diouf va probablement jouer en Arabie Saoudite. L'agence de presse sénégalaise précise que l'ancien capitaine des Lions a trouvé un accord avec le club d'Al Taoun. C'est une équipe de l'élite saoudienne qui a terminé 12e du championnat, qui compte 14 clubs. El Hadji Diouf est en fin de contrat, pas en fin de carrière, en fin de contrat avec Doncaster, club relégué en D3 anglaise. Toujours avec les transferts et ce Lion qui va changer de club, il s'agit de Kader Mangane, défenseur international sénégalais de Rennes. Il va s'engager avec West Ham, club anglais promu cette saison en Premier League sous réserve de la visite médicale. Le basket avec l'équipe nationale du Sénégal qui devait se déplacer hier lundi pour l'Espagne. C'est finalement aujourd'hui que l'équipe s'envole. Il y a eu des problèmes de réservation. Rappelons qu'en Espagne, les joueurs de Cheikh Oussar vont livrer 2 matchs les 6 et 8 juillet prochains contre les équipiers de Paul Gasol. Pour l'entraîneur, ce déplacement est une opportunité pour le staff de procéder à une évaluation avant le tournoi de la zone 2. On termine avec le rugby et le Sénégal qui reçoit la Namibie dès demain mercredi. Premier match du groupe B pour la Coupe d'Afrique des Nations. Une CAN de rugby prévue à Tananarive. Khalifa Diakhaté. Merci Pape Abdoulader. Heureusement pour les basketteurs qui sont en Espagne, puisque c'est l'équipe, heureusement que c'est du basket, parce que l'équipe de football est intraitable en ce moment. Effectivement, la Roja. Et il faut le signaler, les Espagnols qui brillent pratiquement dans toutes les disciplines. Le Tour de France, c'était Alberto Contador, Rafael Nadal sur le tennis et bien d'autres disciplines. Et même Fernando Alonso en Formule 1 qui a remporté le dernier Grand Prix. Ça fait du bien, ça fait du bien face surtout à cette crise économique que le pays traverse. Alors dans un instant, nous recevons notre invité, Bakary Samb. Il est spécialiste des relations internationales et du monde musulman. Il est l'invité de ce 20h. Nous aborderons ensemble 2 points de l'actualité. D'abord l'actualité nationale, bien sûr, avec l'arrivée de Marabout à l'Assemblée nationale. Et puis, second point de la démolition, le second point, il s'agit de la démolition donc d'édifices religieux à Tombouctou, dans le nord du Mali, par des musulmans. Bakary Samb, sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, Bakary Samb. Donc, je l'ai annoncé tantôt, et d'abord, nous allons parler de cette percée, comme on l'appelle, de religieux à l'issue du scrutin de dimanche dernier. Alors, comment avez-vous analysé d'abord l'investissement d'individus de la sphère religieuse dans le champ politique? Merci, M. Diakhaté. Tout d'abord, je crois qu'il faudrait revenir sur ce qu'on appelle les religieux. Je pense que tous ceux qui ont été élus députés et que l'on qualifie de religieux ne le sont pas forcément sous la bannière religieuse. Je donne 2 exemples. Serigne Mansour Sy Djamil est connu pour son passé militant, d'abord en France au sein des jeunesses de l'UNEF, mais aussi au Parti communiste français, où il était très très connu. Et puis avec son manifeste qu'il dit être un manifeste citoyen. Donc il faudrait éclairer les choses. L'autre personnalité marquante, c'est Imam Mbaye Niang, dont on connaît aussi le passé dans les milieux de gauche. Donc ce qui arrive aujourd'hui, je crois que globalement, on peut dire qu'il y a une stratégie d'auto-prise en charge. C'est-à-dire que les revendications avancées par ces mouvements religieux ou bien ces leaders émergents des sphères religieuses n'ont pas été prises en compte. Je peux citer le cas de l'enseignement de la langue arabe et de l'islam, ce qu'on appelle le privé confessionnel. Cette revendication est vieille. Et c'est en août 2010 que j'ai entendu des candidats de la présidentielle, Idrissa Seck, dire que ce sont des choses graves à prendre en charge. L'intégration des arabisants dans les circuits économiques et politiques, la reconnaissance de leurs diplômes, mais aussi prendre des initiatives pour que leur savoir et leur savoir-faire soient au profit du Sénégal et du développement du Sénégal. Je crois que ces questions-là n'ont pas été suffisamment prises en charge. Maintenant, les religieux s'organisent et dire que nous-mêmes, nous pouvons aller dans les lieux où notre destin se décide pour pouvoir dire clairement ces revendications-là. Ça, c'est de un. Deuxièmement, je crois que c'est ce que j'appelle le besoin d'éthique dans la vie politique. Les citoyens ordinaires semblent être un peu
en déception par rapport à l'offre politique, par rapport au discours politique. Et du coup, ces citoyens se retrouvent vers ces leaders charismatiques-là, dont l'électorat essentiel quand même est constitué de leurs disciples et de leurs talibés. Donc vous les mettez dans le même registre que les mouvements citoyens, par exemple, lors de la présidentielle? Pas forcément? Pas forcément. Parfois, il y a un discours religieux très clair. Il y a des exceptions, comme je les ai citées. Mais en tout cas, vous savez, même dans l'action politique, on est toujours inspiré par quelque chose. Il y en a qui sont inspirés par Marx, d'autres par Engels, et d'autres par Marx, il n'y en a plus beaucoup, mais d'autres par le capitalisme ou le libéralisme. Eux, ils disent que leur inspiration vient de l'islam. De la même manière qu'on a vu les frères musulmans aujourd'hui au pouvoir en Égypte, qui sont les héritiers de Hassan al-Banna, qui a fondé ce mouvement dans les années 22. Mais aussi Al-Nahda en Tunisie, le PJD au Maroc. Oui, alors, Bakary Samb, pour revenir chez nous, quel impact cette présence de religieux à l'Assemblée nationale peut-elle avoir dans le fonctionnement d'une république laïque comme le Sénégal? Vous savez, la laïcité n'est pas la négation de la religion ou l'exclusion de la religion. Ça s'appelle du laïcisme. La laïcité, c'est l'égal traitement de toutes les religions, de toutes les croyances, et parfois certains disent de toutes les incroyances. Donc, ces personnalités arrivées au pouvoir, arrivées à l'hémicycle par le biais du jeu démocratique, sont maintenant obligées de respecter ce jeu démocratique. Vous savez, lorsque vous tenez un langage, vous finissez toujours par être tenu par ce même langage. Lorsque vous dites que vous êtes démocrate, vous respectez les règles du jeu démocratique, et que par ces règles-là, vous voulez arriver au pouvoir, une fois que vous arrivez à l'hémicycle ou au pouvoir, vous êtes tenu de respecter cela dans le respect des autres convictions politiques et puis des autres convictions religieuses. En effet. Et puis, Bakary Samb, le second chapitre de cet entretien nous sort carrément de ce registre et même du Sénégal. C'est pour parler de tout à fait autre chose, des musulmans qui malmènent des lieux sacrés de l'islam à Tombouctou, au Mali, notamment, on l'a vécu ce week-end et en début de semaine. Alors, ce qu'il faut noter, ce qu'il faut relever et qui peut être choquant, c'est que les auteurs de ces actes sont des musulmans qui détruisent des mausolées et des lieux sacrés musulmans. Alors, quelle idéologie peut emmener un musulman, ces musulmans, quelle idéologie a pu les amener à commettre ces actes? Cette idéologie est clairement identifiée. Il s'agit du wahhabisme ou bien du salafisme wahhabite qui est né en Arabie Saoudite. Vous savez, le fonctionnement de l'État saoudien est ainsi fait. Il y a d'une part le clan des Al Saoud qui sont dépositaires du pouvoir politique. Mais ce pouvoir politique a besoin de légitimité. Et cette légitimité, ce pouvoir saoudien l'obtient par les al-Sheikh qui donnent à l'Arabie Saoudite ses mouftis, etc. Et il y a cette alliance-là historique qui fait même la spécificité de l'Arabie Saoudite. Et ce wahhabisme, l'Arabie Saoudite, depuis le 11 septembre, n'en veut plus. Mais malheureusement, elle n'en veut plus, mais elle l'exporte. Cela rappelle rapidement cet exemple dans l'histoire de la France où on était en train de consolider l'État et que la négation de l'État était la présence de la guerre. Il fallait envoyer les chevaliers en croisade. On est dans le même type d'exemple. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, en tout cas, pour satisfaire la demande de l'aile religieuse radicale du régime saoudien, est obligée de financer des mouvements, etc., qui sont porteurs aujourd'hui de ces idéologies-là. Mais ces idéologies sont présentes dans nos pays, dans les pays voisins, au Niger, comme au Mali précisément, où cela se manifeste par ces violences-là. Alors Bakary Samb, vous me parlez de la France, pour exemple. Alors la France qui craint justement la constitution de bastion du tourisme international dans cette partie du Mali. Alors dans quelle mesure peut-on accorder un crédit à cette crainte de la France, qui s'engage d'ailleurs à le combattre au cas échéant? Oui, la situation au Mali est très complexe. Je pense qu'on est dans ce dilemme où en même temps il y a urgence, mais en même temps il faut faire beaucoup preuve de précaution. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'attaque militaire, en tout cas une intervention militaire, est imminente parce qu'il y a beaucoup d'obstacles à cela. Il y a une médiation burkinabé qui est un petit peu confuse. Je signale qu'aujourd'hui, à Tombouctou et à Gao, des combats ont donné lieu à des prises de prisonniers du MNLA, dont le chef du MNLA qui vient d'être évacué par le Burkina Faso. Et
des mines qui sont autour des villes de Tombouctou et de Gao. Mais si certains experts militaires parlent d'une idée selon laquelle il faut jouer la carte du MNLA, penser à un état de l'Azawad, mais ce n'est pas viable. Il n'y a aucun point d'eau dans ce vaste territoire. La densité de la population est à moins 1 habitant au kilomètre carré. Et aujourd'hui, le Niger ne supportera pas un État touareg à côté. Cela donnerait des idées à ses propres touaregs. Et on se dit qu'il faudrait une collaboration de l'Algérie. Mais l'Algérie ne s'immiscera pas assez rapidement dans ce conflit-là, ayant peur aussi de la répercussion d'un tel conflit au niveau des populations berbères. Donc on est dans une position très très compliquée. Et des États comme le Sénégal doivent prendre cette question-là véritablement au sérieux. Je sais que le président Macky Sall, qui doit effectuer un voyage à Paris, devra en parler peut-être à son noble français. Entre-temps, il y a un empressement du Niger qui fait pression. Il y a cette médiation burkinabé qui est très incertaine. Écoutons les experts de la CEDEAO qui vont tenir d'ici samedi une rencontre, ce que ces experts vont proposer. Mais en tout état de cause, la question est tellement sensible, tellement importante qu'elle n'est plus seulement sécuritaire. Cela demande une analyse multidimensionnelle, une analyse interdisciplinaire. Bakary Samb, merci beaucoup. Merci. Spécialiste des relations internationales et du monde musulman qui nous a accompagnés dans cette fin d'édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain 20h. Je vous rappelle que demain vous pouvez nous regarder donc sur le bouquet de Canal Sat Access, canal 107 sur votre télécommande. Bonsoir.